Elvis Presley, connu sous le nom de roi du rock and roll, n'est pas seulement une légende musicale, mais aussi une icône culturelle mondiale. Après sa mort en 1977, son décès est rapidement devenu l'un des plus grands mystères de l'histoire du divertissement. Pendant plus de 4 décennies, des rumeurs sur sa mort ont continué de se propager, incitant les fans et les chercheurs à rechercher inlassablement la vérité. En 2027, un événement choquant a eu lieu lorsque la tombe d'Elvis Presley a été ouverte après 50 ans. Ce que les experts et le public ont découvert a stupéfié tout le monde. L'histoire inconnue de son enfance et de ses premiers luttes. Pour comprendre véritablement Elvis Presley, il faut se tourner vers ses années d'enfance. Elvis Aaron Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, dans une famille pauvre. La famille Presley vivait dans une petite maison avec ses parents, Vernon et Gladys Presley. Elvis avait un frère jumeau nommé Jesse Garon, né 35 minutes avant Elvis, mais qui est malheureusement décédé peu après la naissance. Les 2 parents étaient profondément attristés et incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Vernon se souvient que son père avait posé sa main sur le ventre de Gladys et avait dit qu'il y avait un autre enfant à l'intérieur. Cela s'est produit en 1935, à une époque où la technologie et la médecine n'étaient pas assez avancées pour prédire des jumeaux. Cela a créé un lien spécial entre Presley et ses parents, en particulier avec sa mère. Avant qu'Elvis n'ait une vie remplie de performances énergiques et qu'il devienne un sex symbole pour des millions de personnes dans le monde entier, il vivait une vie très modeste. Cela était dû au fait que Vernon et Gladys étaient tous 2 des membres actifs de l'Église de Dieu. Malgré les croyances religieuses strictes et les règles de la famille, l'Église est devenue l'endroit où Elvis a trouvé son inspiration pour la musique. Écouter les airs d'orgue et les hymnes chantés par les autres là-bas a enflammé sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Bien que la famille Presley ait une foi profonde en Dieu, elle a néanmoins dû faire face à des difficultés financières. En fait, la maison de naissance d'Elvis pourrait facilement être décrite comme une cabane. Vernon a exercé une variété de métiers, passant de l'un à l'autre, aidant d'autres familles avec des réparations et des travaux d'entretien à domicile. La situation est devenue tellement désastreuse que la famille a dû compter sur l'aide des voisins et de l'assistance gouvernementale. Pour aggraver les choses, ils ont perdu leur maison en 1938, seulement 3 ans après la naissance d'Elvis, lorsque Vernon a été condamné à 8 mois de prison pour avoir falsifié un chèque, quelque chose qu'il avait ressenti nécessaire pour soutenir sa famille en difficulté. Malgré la pauvreté dans laquelle il vivait, Elvis tira le meilleur parti de sa vie et développa une passion encore plus forte pour la musique, en particulier pendant son temps passé à l'église. Lorsque ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui acheter un vélo, Gladys suggéra d'acheter une guitare. Elvis montra un talent considérable, et Vernon et Gladys espéraient qu'il brillerait en tant que musicien dans l'avenir, car ils ne pouvaient compter que sur ses talents. Quant à ses études, en septembre 1941, Elvis entra en première année à l'East Tupelo Consolidated School. Ses enseignants n'avaient aucune éloge pour ses capacités académiques ou sa détermination, le qualifiant souvent d'élève moyenne. Cependant, c'est à ce moment-là qu'Elvis se produisit pour la première fois en public. Il participa à un concours de chant lors de la Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show le 3 octobre 1945, à seulement 10 ans, chantant Old Shep de Red Foley. Les détails de cet événement ne sont pas entièrement clairs, mais des rumeurs disent qu'Elvis a terminé 5e, un résultat remarquable pour un enfant de 10 ans. Elvis continua de poursuivre la musique et fut formé à la guitare par 2 oncles et un pasteur de l'église de sa famille. En septembre 1946, il fut transféré dans une autre école pour entrer en 6e année. Avec sa guitare, Elvis espérait attirer l'attention et recevoir des retours positifs, mais l'inverse se produisit. Ses camarades de classe l'appelèrent « le gamin de la décharge », ne sachant jouer que de la musique hillbilly. Il était clair que ce jeune garçon talentueux avait une carrière musicale devant lui.
Alors les parents d'Elvis décidèrent qu'il serait préférable de déménager à Memphis, Tennessee, en novembre 1948. Malheureusement, il semblait que le rêve de la famille pour leur fils allait être écrasé avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Après leur déménagement à Memphis, Elvis s'inscrivit à l'école secondaire L.C. Humes, mais ses résultats scolaires ne s'améliorèrent pas. Cette fois, il n'excellait pas non plus dans les cours de musique. Ses professeurs de musique à L.C. Humes High School lui attribuèrent un C en musique lorsqu'il était en 8e année. Ils dirent aux parents d'Elvis qu'il n'avait pas de talent pour le chant ni pour bâtir une carrière musicale. Ce jugement reposait sur sa prestation de Keep Them Cold Icy Fingers Off Me de Fairleigh Holden. Il semblait qu'Elvis serait moqué peu importe l'école qu'il fréquentait, car les autres élèves du lycée l'appelaient « le fils à maman » et se moquaient de lui lorsqu'il se promenait toujours avec sa guitare. Cela affecta sa confiance en lui et ses performances, car par rapport à ses années plus jeunes, Elvis était devenu timide lorsqu'il montait sur scène. Cependant, rien de tout cela ne le découragea, et il continua de poursuivre sa passion. En 1950, Elvis commença à pratiquer la guitare et à s'améliorer avec l'aide de son voisin Lee Denson. Les deux formèrent un petit groupe avec d'autres passionnés de rockabilly comme Dorsey et Johnny Burnett. Cela eut un grand impact sur Elvis, y compris sur la manière dont il s'exprimait au cours de sa 3e année scolaire. La naissance d'une légende et l'ascension du rock'n'roll. Après avoir obtenu son diplôme de lycée en août 1953, Elvis Presley se rendit au Memphis Recording Service pour enregistrer 2 chansons. À l'époque, le tarif d'enregistrement était d'environ $4 et c'est lors de cette séance qu'il enregistra My Happiness et That's When Your Heartaches Begin sur un disque en acétate recto verso. Elvis expliqua que ces 2 morceaux étaient un cadeau pour sa mère, car il souhaitait lui montrer son talent vocal en enregistrant en studio. Le studio était la propriété de Sam Phillips, que beaucoup considèrent comme le berceau du rock and roll. Un an plus tôt, en 1952, Sam avait ouvert le studio dans un petit magasin loué sur Union Avenue, avec pour objectif d'offrir aux nouveaux artistes la possibilité d'enregistrer leur musique. Après avoir enregistré My Happiness et That's When Your Heartaches Begin, Elvis revint en janvier 1954 pour enregistrer un 2e acétate. Il enregistra I'll Never Stand in Your Way et It Wouldn't Be the Same Without You. Mais il n'y eut pas de résultat positif. Elvis ne reçut aucun rappel ni d'intérêt de la part des producteurs ou des agences de talent. Il fut même rejeté lors d'une audition pour un groupe local appelé The Songfellows. De même, il fut refusé par un autre groupe dirigé par Eddie Bond. Malgré ses échecs, Sam Phillips continua de chercher quelqu'un qui pourrait capturer le son qu'il cherchait à promouvoir. À l'époque, la musique blues n'était pas le genre le plus populaire, ce qui rendait difficile pour Elvis de percer dans l'industrie musicale. Finalement, Elvis eut l'opportunité de faire entendre sa voix à un public plus large. Les gens adorèrent tellement That's All Right qu'il n'eut d'autre choix que de la jouer en boucle pendant 2 heures. Suite à ce succès, Sam invita Elvis à participer à son émission pour une interview. Ils enregistrèrent ensuite Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe, avec Sam en tant que producteur. Ce morceau avait une ambiance particulière et Presley sortit un disque avec That's All Right d'un côté et Blue Moon of Kentucky de l'autre. À mesure que l'intérêt public pour ces enregistrements grandissait, Elvis, accompagné de Scotty et Bill, se produisit au Bon Air Club le 17 juillet 1954. En août 1955, Sun Records sortit 10 singles, dont plusieurs avec la musique d'Elvis, désormais disponibles pour un public plus large et les journalistes. Elvis commença à recevoir des éloges généralisés pour sa capacité à fusionner des styles musicaux tout en conservant l'essence des rythmes blues. Cependant, cette fusion de genres attira également des critiques. Certaines stations de radio refusèrent de diffuser sa musique parce qu'elles pensaient qu'il avait le même style qu'un artiste noir, tandis que les stations R&B prétendaient qu'il chantait comme un hillbilly et refusaient aussi de diffuser ses morceaux.
Cette fusion de genres musicaux donna naissance à un nouveau style appelé rockabilly, qu'Elvis pionnier. Quelques années après le début de sa carrière, les gens commencèrent à le surnommer The King of Western Bop, The Hillbilly Cat et The Memphis Flash. Malgré l'accueil mitigé, les maisons de disques continuaient de le solliciter. À l'âge de 20 ans, Presley signa un contrat de 40 000 $ avec RCA Victor, consolidant ainsi officiellement son statut de rockstar. Elvis et Priscilla, une histoire d'amour avec des triomphes et des luttes. En Allemagne, Elvis trouva une lueur d'espoir lorsqu'il rencontra Priscilla Beaulieu, une jeune fille qui venait d'y emménager. Sa famille lui avait présenté Elvis, marquant ainsi le début de leur relation inoubliable. Le père de Priscilla, le capitaine Joseph Beaulieu, avait déplacé sa famille du Texas vers la base aérienne Wiesbaden. Ayant perdu son père biologique dans un accident d'avion lorsqu'elle était jeune, Priscilla allait commencer un nouveau chapitre de sa vie avec Elvis. Un ami commun l'aida à obtenir une invitation à l'une des soirées d'Elvis, où leur histoire d'amour commença. Ils tombèrent amoureux et après une romance fulgurante, ils se marièrent lors d'une cérémonie à Las Vegas en 1967. À ce moment-là, la vie d'Elvis semblait s'améliorer. Il avait trouvé un certain équilibre avec Priscilla et peu après leur mariage, ils accueillirent leur fille, Lisa Marie, en 1968. Il semblait que le bonheur du couple se déployait enfin comme il l'avait imaginé. Cependant, la joie ne dura pas éternellement. À mesure que les années 1970 s'écoulaient, Elvis et Priscilla firent de face à leur propre trahison et les fissures dans leur relation commencèrent à apparaître. La pression de la carrière d'Elvis, combinée à des luttes personnelles, exerça une tension sur leur mariage. En 1973, leur relation s'était détériorée et ils se séparèrent finalement, Priscilla prenant le rôle de principale tutrice pour leur fille, Lisa Marie. Malgré la fin de leur mariage, Elvis et Priscilla maintinrent un lien pour le bien de leur fille, Priscilla étant souvent un soutien durant les moments difficiles de la vie d'Elvis. Le déclin tragique d'Elvis Presley. En 1958, Elvis Presley s'engagea officiellement dans l'armée des États-Unis au fort Chaffee, en Arkansas. Après avoir complété sa formation de base et avancé au fort Hood, au Texas, du 28 mars au 17 septembre, il enregistra 5 chansons pendant ses pauses à Nashville. Cependant, durant cette période, Elvis subit une perte personnelle profonde avec le décès de sa mère, Gladys, qui mourut à l'âge de 46 ans le 14 août après une bataille contre l'hépatite. Sa mort affecta profondément Elvis, le changeant à jamais. Cherchant une nouvelle direction, Elvis se tourna vers la télévision et le cinéma. Il apparut dans le Frank Sinatra Tricks spécial, où seulement 8 minutes de chant rapportèrent près de 125 000 $ à son manager. Reconnaissant le potentiel financier de la télévision, son manager, Parker, incita Elvis à poursuivre des films à gros budget. Presley joua dans des films comme Flaming Star, Egg et Wild in the Country, mais ces films ne rencontrèrent pas de succès commercial. Elvis commença alors à envisager son avenir dans les films à la formule hollywoodienne. Cependant, la joie qu'Elvis trouvait autrefois dans la musique commença à s'estomper alors qu'il luttait contre une dépression sévère, pris dans un cycle de rôles cinématographiques. Son seul succès notable durant cette période vint des bandes-sons, avec 8 singles publiés entre janvier 1967 et mai 1968. Dont seulement 2 réussirent à entrer dans le top 40. Son album de bande-son Speedway atteignit une place décevante de 82e au classement. En 1973, la santé d'Elvis se détériora rapidement. Il fit 2 overdoses de barbiturique cette année-là et fut hospitalisé pendant 3 jours après la première overdose. Il développa également une dépendance à la pétidine, un analgésique opioïde. Cette même année, il était prévu pour 168 concerts, sa tournée la plus chargée à ce jour et aussi la période où sa santé était à son plus bas.
Malgré son déclin physique, Elvis continua de respecter son emploi du temps de performance exigeant. En 1974, l'état de santé d'Elvis se détériora davantage. Lors d'une performance programmée à l'Université du Maryland, il sortit de sa limousine en titubant, refusant de l'aide, et tint son micro sur scène, comme un poteau. Les gens commencèrent à se demander s'il était malade ou s'il luttait contre une dépendance aux drogues, car il avait à peine terminé ses introductions. Au début de l'année 1977, Elvis était méconnaissable, ayant pris du poids et développé de graves plaies sur son corps. Les rapports indiquaient que dans les 7 mois précédant sa mort, il avait été prescrit près de 9000 pilules, flacons de médicaments et injections. Sa parole devint inintelligible et il était évident qu'il ne pouvait plus continuer à se produire. Le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans, Elvis Presley fut retrouvé sans vie dans sa salle de bain par sa petite amie, Ginger Alden. L'autopsie révéla que son cœur était 2 fois plus gros que la normale, ce qui était très inhabituel pour quelqu'un qui n'avait jamais fumé, et ses poumons montraient de graves problèmes. Son corps semblait ne plus fonctionner correctement, incapable d'éliminer les déchets. Ce qui avait commencé comme une vie pleine d'espoir se termina dans la tragédie, marquant la fin prématurée de l'une des carrières les plus légendaires de l'histoire de la musique. La conspiration de la mort d'Elvis Presley. Les secrets déterrés à Graceland. La mort d'Elvis Presley en 1977 choqua le monde. Mais dès le début, des rumeurs et des théories du complot commencèrent à circuler, mettant en question la véritable nature de son décès. Bien qu'il existe des preuves substantielles confirmant qu'Elvis est bien décédé le 16 août 1977, de nombreux fans et théoriciens du complot continuent de croire qu'il a simulé sa mort afin d'échapper aux pressions accablantes de la célébrité. Au fil des décennies, cette théorie est restée un aspect majeur et persistant de l'héritage d'Elvis. L'un des événements les plus choquants et controversés liés à la mort d'Elvis Presley eut lieu en 2027, lorsque sa tombe à Graceland, sa résidence emblématique à Memphis, Tennessee, fut ouverte pour inspection. Pendant 50 ans, la tombe d'Elvis était restée scellée, mais dans ce tournant inattendu des événements, il fut révélé que la tombe était en cours d'examen et de préservation. La raison invoquée pour cela était de protéger la signification historique et culturelle du site funéraire de Graceland. Cependant, cet événement rare suscita immédiatement la controverse, ravivant le débat sur la mort d'Elvis et la possibilité qu'il soit encore en vie. Lorsque les chercheurs et les conservateurs examinèrent la tombe, ils découvrirent certaines anomalies qui alimentèrent encore plus le scepticisme. L'une des découvertes les plus alarmantes fut une discordance entre la tombe d'Elvis et la documentation antérieure. Ces différences soulevèrent des questions sur l'authenticité de la tombe et amenèrent beaucoup à se demander si elle était réellement le lieu de repos final du roi du rock'n'roll. Les personnes impliquées dans l'examen ne purent fournir d'explications claires pour ces incohérences et les autorités choisirent de ne pas faire de déclarations officielles, approfondissant ainsi la conspiration autour de la mort d'Elvis. Découverte insolite dans la tombe d'Elvis. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurait une erreur flagrante sur la pierre tombale. Le deuxième prénom d'Elvis, Aaron, était mal orthographié sous la forme Aaron. Bien que cela puisse facilement être attribué à une erreur administrative, certains théoriciens du complot soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un acte délibéré, un indice subtil suggérant que la mort d'Elvis n'était pas telle qu'on nous l'a présentée. Selon ces théoriciens, Elvis aurait modifié son deuxième prénom dans le cadre d'un plan plus vaste pour tromper le public sur sa mort. La théorie avance que cette faute d'orthographe est une erreur intentionnelle destinée à amener les gens à croire qu'il y avait quelque chose de suspect dans toute cette histoire. En plus de l'erreur de nom, une autre découverte inquiétante fut l'état de la tenue funéraire d'Elvis. Malgré le fait qu'il soit enterré sous terre depuis 50 ans, les vêtements semblaient étonnamment bien préservés.
cela souleva de nouvelles questions sur l'authenticité de son enterrement. Certains spéculèrent qu'Elvis avait peut-être été enterré dans un autre lieu et que la tombe que nous voyons aujourd'hui pourrait être un leurre pour dissimuler la vérité. L'idée qu'Elvis ait pu être enterré ailleurs, peut-être dans un endroit privé et caché, fait partie des théories du complot entourant sa mort depuis longtemps. L'idée qu'Elvis ait simulé sa mort pour échapper aux projecteurs n'est pas nouvelle. Au fil des années, de nombreuses apparitions d'Elvis ont été rapportées, avec des personnes affirmant avoir vu la légende du rock vivante et bien portante à différents endroits à travers l'Amérique du Nord. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'Elvis a simulé sa mort en 1977 pour vivre en retrait, loin de l'intense surveillance du public. Ils considèrent ces apparitions supposées comme des preuves qu'Elvis a réussi à échapper à la célébrité qui avait englouti sa vie. L'une des apparitions les plus célèbres et controversées eut lieu en 1989, lorsqu'un groupe de fans d'Elvis forma la Elvis Sighting Society, dans le but de documenter toutes les apparitions présumées d'Elvis après sa soi-disant mort. Cette organisation recueillit un grand nombre de témoignages de personnes affirmant avoir vu Elvis dans divers endroits. Certaines apparitions se produisirent même dans des lieux des plus improbables, comme des centres commerciaux, des aéroports et dans les rues des grandes villes des États-Unis et du Canada. L'une des preuves les plus durables que les théoriciens du complot pointent est une affirmation selon laquelle Elvis aurait fait une apparition dans le film « Maman, j'ai raté l'avion » 1990. Selon la rumeur, Elvis serait brièvement apparu dans une scène d'aéroport, déguisé en homme barbu portant un pull col roulé. Les partisans de la théorie croyaient que cela prouvait qu'Elvis avait simulé sa mort et vivait sous une fausse identité. Cependant, lorsqu'un enquêteur examina cette affirmation, il découvrit que l'homme en question n'était pas Elvis, mais plutôt un homme nommé Gary Richard Groth, un ami du réalisateur de « Maman, j'ai raté l'avion », Chris Columbus. Groth, qui était décédé en 2016, avait été confirmé par son fils comme étant un figurant dans le film. Cette révélation discrédita l'affirmation selon laquelle Elvis était apparu dans le film, mais cela n'a pas suffi à calmer les théories du complot entourant sa mort. Preuve ambiguë entourant la mort d'Elvis. Malgré les découvertes qui ont discrédité certaines des affirmations les plus fantastiques, les doutes entourant la mort d'Elvis persistent. L'une des preuves les plus convaincantes pour ceux qui croient qu'Elvis a simulé sa mort est l'ambiguïté des réponses de ses membres de la famille lors des interviews après son décès. Dans une interview de 2003 avec Larry King, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, a été interrogée sur sa capacité à ressentir la présence de son père. Sa réponse était particulièrement vague et elle semblait éviter de donner une réponse directe, ce qui a amené certains téléspectateurs à croire qu'elle laissait subtilement entendre qu'Elvis était toujours vivant. De même, lors d'une interview en 2005 avec Oprah Winfrey, Priscilla Presley, l'ex-femme d'Elvis, a fait une remarque qui semblait suggérer qu'Elvis était toujours vivant. Elle a parlé d'Elvis au présent, comme s'il faisait toujours partie de sa vie. Bien que cette remarque soit probablement involontaire, elle a alimenté les soupçons des fans et des théoriciens du complot qui croient qu'Elvis n'est jamais réellement mort. Ces déclarations ambiguës ont été interprétées par certains comme une preuve que la famille Presley serait impliquée dans la dissimulation de la mort d'Elvis. Certains théoriciens du complot affirment que la famille aurait pu être complice de la mise en scène de la mort d'Elvis afin de protéger sa vie privée et de lui permettre de vivre en paix. Cependant, la famille Presley a constamment nié ces affirmations, et il n'existe aucune preuve concrète pour soutenir la théorie selon laquelle Elvis serait encore vivant. La persistance de la conspiration de la mort d'Elvis. Malgré l'absence de preuves définitives pour soutenir l'idée qu'Elvis Presley a simulé sa mort, les théories du complot continuent de prospérer.
Le mystère entourant la vie et la mort d'Elvis, combiné aux découvertes inhabituelles faites lors de l'examen de sa tombe, ont maintenu cette théorie vivante dans la culture populaire. Les rumeurs sont alimentées par des fans qui refusent d'accepter que le roi du rock'n'roll soit réellement parti et ils continuent de chercher des signes qu'Elvis pourrait encore être parmi nous. La popularité persistante de ces théories du complot témoigne de l'image plus grande que nature qu'Elvis s'est créée au cours de sa carrière. La célébrité d'Elvis, combinée à ses luttes personnelles et aux circonstances mystérieuses entourant sa mort, a donné naissance à une multitude de théories sur sa vie et son héritage. Que ce soit Elvis est vivant aujourd'hui ou non, reste un mystère, mais les questions entourant sa mort continuent de captiver l'imagination des fans à travers le monde. En fin de compte, la conspiration de la mort d'Elvis Presley est un témoignage de la puissance du mythe et de la légende. Bien que la plupart des preuves pointent vers la réalité de la mort d'Elvis, les mystères qui entourent son décès continuent d'alimenter les spéculations et l'intrigue. Que ce soit les détails inhabituels découverts à Graceland ou les innombrables apparitions d'Elvis rapportées au fil des ans, l'héritage du roi refuse d'être facilement expliqué. Alors, après 50 ans, la tombe d'Elvis Presley a finalement été ouverte, et les découvertes choquantes ont laissé le monde stupéfait. Des détails étranges sur sa pierre tombale à son vêtement, remarquablement bien conservé, cela nous fait nous demander: Elvis est-il vraiment mort, ou était-ce tout simplement une partie d'une conspiration plus grande? Que pensez-vous de ces découvertes? Croyez-vous qu'Elvis ait simulé sa mort pour vivre dans l'ombre, ou y a-t-il une autre explication? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intrigantes sur des légendes et leurs histoires non racontées. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.